si je devais résumer ce livre blanc en 3 bullet points, points clés, donc je dirais que c'est une méthodologie de co-construction d'un groupe géographiquement proche, ayant l'optique de se développer économiquement et politiquement autour de valeurs co-construites. La publication, elle est structurée en 3 grands chapitres. Le premier, une ambition bien vivre sur les territoires, développe la notion de bien vivre et les hypothèses clés prises par croissance. Le deuxième, une innovation de rupture organisationnelle, présente en quoi c'est la méthodologie innovante. Et le troisième, une solution novatrice globale, constitue plus une description opérationnelle. Et du coup, je reboucle un peu sur ce que tu disais, Marc, c'est comment est-ce que ce qu'on dit, on peut concrètement le faire. Pour la première partie, qui présente les hypothèses clés prises par croissance, j'ai décidé d'en prendre 4, qui selon moi résument, en tout cas sont les plus importantes. La première, c'est le concept de bien vivre comme moteur. Donc l'innovation territoriale selon croissance est guidée par le concept de bien vivre, sur lequel on aura l'occasion de revenir, je pense, au cours de la soirée, parce qu'il est fondamental. Et ce bien vivre va au-delà du bien-être individuel. Il inclut des choix visant à améliorer la qualité de vie collective. Donc cette première hypothèse présente le bien vivre comme un moteur de l'innovation territoriale. La deuxième hypothèse, c'est l'implication des citoyens. L'innovation territoriale nécessite l'implication active des citoyens qui sont les mieux placés pour identifier les besoins locaux et contribuer à la création de projets répondant à ces besoins. Donc deuxième hypothèse autour de l'implication des citoyens comme élément primordial. La troisième hypothèse, c'est que chaque territoire a des atouts. Même si chaque territoire n'est pas assis sur un bassin de pétrole ou de charbon, il y a des atouts qui sont des compétences, notamment des compétences et des savoir-faire. Peut-être y en a-t-il encore d'autres, mais en tout cas, chaque territoire a des atouts à valoriser et donc potentiellement, chaque territoire peut être un terrain pour croissance ou équivalent. En tout cas, pour la méthodologie croissance. La quatrième hypothèse est la nécessité de donner du pouvoir d'agir aux plus vulnérables. L'implication des populations vulnérables est essentielle pour garantir que les activités liées au développement du bien-vivre bénéficient à l'ensemble de la société. Donc ce quatrième point, il est assez présent dans le livre blanc, et puis personnellement, j'y reviendrai par la suite, mais je le pense indispensable pour avoir une société soudée. La deuxième partie me permet de présenter les innovations qui sont apportées par croissance. Donc le concept d'un territoire innovant. La première, c'est une première innovation, c'est de concevoir le territoire comme un ensemble circulaire de besoins et de possibilités. Donc c'est plus une vision uniquement géographique, c'est une vision de circularité et donc une vision de personnes et d'environnements qui sont là ensemble autour de projets. Donc les acteurs du territoire participent à l'élaboration du projet tout en étant les consommateurs. Donc on retrouve l'idée de circularité et ceci est vertueux parce que ça assure une adéquation de l'offre aux besoins, quel que soit le marché, donc du travail, de l'alimentation, etc. La deuxième innovation, c'est un nouveau paradigme de développement. Donc on met l'accent sur la qualité de vie comme paradigme de développement, la cohésion sociale, la pérennité des emplois, et donc j'y reviendrai et on le verra dans la troisième partie, comment opérationnellement on traduit ce nouveau paradigme. La troisième innovation, c'est le sens qui nourrit le projet politique et économique, et non pas l'inverse. Et donc ça, c'est clé. Donc dans la démarche de croissance, on définit collectivement ce qui pour nous a du sens, quelles sont nos valeurs socles, et c'est seulement à partir de ça qu'on pourra élaborer un projet politique et économique.
Alors qu'aujourd'hui, on peut peut-être avoir tendance à voir que ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'économie qui après donne du sens et de la valeur à ce qu'il y a. La quatrième innovation, c'est des alliances inédites pour repenser le rôle de chacun. Et ça, on va également le voir dans la troisième partie d'un point de vue opérationnel. Comment est-ce qu'on crée des alliances avec des organes législatifs innovants pour que chacun ait son mot à dire avec le même poids, que ce soit des citoyens, que ce soit des financiers, que ce soit des entreprises très très rentables. Ben, chacun a son mot à dire et avec une pondération qui soit juste et équitable. Me voilà arrivée à la troisième partie, donc la partie plus opérationnelle. Donc, tout ce que j'ai présenté avant pourrait constituer des engagements de croissance et donc ils sont au nombre de 3. Inclure les citoyens démocratiquement, développer des activités économiques pour un financement durable de la démarche et mettre en œuvre un tiers-lieu du bien vivre pour marquer l'engagement territorial. Donc ces 3 engagements sont texto dans le livre blanc. Et on leur a trouvé des noms. Citéolab pour inclure les citoyens démocratiquement, Citéodev pour développer des activités économiques et Citéosquare pour le tiers-lieu du bien vivre. Et ces 3 Citéos forment le Citéomix, qui est donc la traduction opérationnelle des engagements de croissance. Le Citéolab, donc qui répond à l'engagement d'inclure les citoyens démocratiquement, c'est un protocole de concertation qui contient 4 phases. Et je crois que c'est toi, Camille, la spécialiste du Citéolab. Donc l'intention, c'est la co-construction d'un projet global de territoire. Donc ça reboucle avec ce que je disais sur le fait que tout est co-construit et que les valeurs sont la pierre angulaire du projet. Donc il faut d'abord trouver des valeurs communes. Et ces différentes étapes sont financées grâce à la participation d'acteurs économiques. Le Citéodev, lui, répond à l'engagement de développer des activités économiques pour un financement durable de la démarche. C'est une solution composée en partie d'éléments juridiques, dont notamment la création d'une SCIC, Société collective d'intérêt, coopérative d'intérêt collectif. Et l'intention, c'est de créer un réseau coopératif structuré pour le développement des projets. Et ça répond à ce que je disais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on donne voix au chapitre à tout le monde dans un cadre qui soit législativement construit et qui ait de la valeur juridique. Je pense que je vais passer ça, mais globalement, l'idée à retenir, c'est que une associée ou un associé de la SCIC est égal à une voix, quel que soit l'associé. Et en fait, ça va permettre aux porteurs de projets de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire seuls. Typiquement, mutualiser des activités d'amorçage parce qu'on est à plus grande échelle et donc ça permet de lever des fonds, ça permet d'atteindre des seuils de rentabilité, etc. Je pense que Marc, tu pourras en parler mieux que moi. Et le dernier, qui personnellement me plaît le plus, c'est le Citéosquare. C'est Benjamin, le spécialiste du Citéosquare. Et c'est un outil immobilier de redistribution financière au service du bien vivre de l'ensemble du territoire. Donc le Citéosquare, il est financé par la rente immobilière et ça permet de créer un lieu social et solidaire qui permet de créer du lien entre les gens. Et en fait, c'est presque l'incarnation du lien qui, comme ça sur le papier ou même au sein de la SCIC, est quand même un peu dématérialisé. Là, on matérialise le lien et ça permet de faire plein de choses. Donc, laboratoire d'implication citoyenne, un campus d'expérimentation des transitions et puis un incubateur de l'ESS. Donc, on pourra avoir, par exemple, une épicerie solidaire, un café culturel. Tu ne dois pas être à court d'idées.
Maintenant, peut-être les choses qui personnellement me parlent le plus, c'est, je me suis fait des notes, c'est la transparence. Je trouve que la transparence est importante et c'est, je pense, quelque chose d'important dans le livre blanc. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'intelligibilité de la démarche, notamment par la formation action, parce qu'en fait, si on est transparent mais que personne comprend ce qu'on dit, ça sert pas à grand chose. Donc je pense que l'intelligibilité est importante et ça peut passer par des formations, mais par des choses claires, pour que tout le monde se sente part et légitime à participer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la revalorisation du temps de chacun, chacune, selon des critères qui soient non financiers nécessairement, pour peut-être donner un sentiment d'utilité à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et je pense que ça va notamment passer par le tiers-lieu, donc de redonner un sens d'utilité aux personnes, et qui peut vraiment apporter beaucoup de bien vivre, puisque c'est un terme clé, mais ça peut guérir les gens de se sentir utile à nouveau. Je pense que c'est un ferment aussi de la société. Le troisième point, c'est quelque chose qui, moi, m'est arrivé il y a un an, c'est prendre conscience de son pouvoir d'agir. C'est que je pense qu'on peut se sentir utile, mais de sentir qu'on a le pouvoir de mettre ce qu'on pense en application, c'est encore plus fort. Et je pense que ça, c'est une étape supplémentaire que permet de franchir croissance. Le quatrième point, c'est l'adaptation du territoire aux individus, et non pas les individus qui se plient aux exigences du territoire. Et en fait, ce point, il m'est venu en tête parce que je travaille en ce moment dans une entreprise adaptée. Donc, il y a 60% des gens qui sont en situation de handicap. Et du coup, on adapte l'entreprise aux travailleurs, travailleuses, et c'est pas les travailleurs qui se plient à l'entreprise. Et je trouve ça bien de se souvenir qu'en fait, c'est quand même nous qui sommes au centre, et qu'on va pas se laisser écraser par un système parce qu'il y a aucune légitimité. Le cinquième point, c'est la présence d'un EBV ou d'une EBV, entrepreneur du bien vivre, qu'on pourrait comparer à un... Bon, j'aime pas trop ce terme de community manager, mais en fait, je voulais souligner ce point parce que je me rends compte que dans les groupes, parfois, il manque juste cette étincelle pour que tout prenne, mais encore faut-il qu'elle soit là et qu'il soit rémunéré, encore mieux. Mais sans cette étincelle, parfois, enfin, c'est possible, mais sans cette étincelle, en fait, un groupe peut vraiment se dissocier rapidement, alors qu'avec cette étincelle, finalement, je pense que l'enthousiasme peut vraiment naître rapidement, c'est communicatif. Donc voilà, je voulais souligner que je pense que parfois il suffit de peu pour créer du lien au sein d'un groupe. Et donc fallait quand même que je trouve quelque chose à redire. Mais c'est pas facile parce que c'est pas mon domaine et que j'ai un petit souci de légitimité aussi. Mais donc j'aurais peut-être une légère réserve sur le terme de bien vivre, qui pour moi intègre pas suffisamment, et c'est sujet à débat, et je jette le pavé. Je trouve que ce terme n'intègre pas suffisamment l'idée de co-construction que pourtant il convoit ici. Donc peut-être, je sais pas, je sais pas comment intégrer cette idée-là dans un terme qui veuille dire la même chose, parce que bien vivre, c'est peut-être parce que je suis pas assez familière du domaine, mais je trouve que c'est descendant dans mon imaginaire.